J'ai empoisonné le dîner familial ce soir-là, en versant le cyanure dans le bordeaux millésimé que papa chérissait tant. Maman a souri en annonçant l'héritage, ignorant que sa gorge se nourrait bientôt d'un dernier hoquet de surprise. Et moi, le fils invisible, j'ai trinqué en silence à la chute des masques, sachant que le sang versé ne serait pas le mien, pour une fois. Paris, cette ville de lumière factice, m'a toujours paru un théâtre cruel où les familles se dévorent sous les dorures des salons haussmanniens. J'étais né dans l'ombre de l'avenue Montaigne, fils aîné d'une lignée de banquiers discrets, ceux qui murmurent aux oreilles des puissants plutôt que de crier leurs ambitions. Mon nom est Alexandre Duval, mais dans les couloirs feutrés de notre hôtel particulier du 7e arrondissement, on m'appelait simplement le cadet invisible. Ma sœur, Élise, était la perle, la favorite, celle pour qui les portes s'ouvraient comme par magie. À 32 ans, j'avais déjà enterré mes rêves d'artiste pour gérer les comptes occultes de la famille, pendant qu'elle paradait dans les cocktails de la finance, un verre de champagne à la main, un sourire qui désarmait les juges et les amants. Ce dîner fatidique avait été annoncé comme une célébration. Le 50e anniversaire de maman, veuve depuis 5 ans, mais toujours reine incontestée de notre petit empire. Papa était mort d'une crise cardiaque foudroyante. Du moins, c'est ce qu'on avait dit aux journaux. En réalité, j'avais vu les traces de la négligence d'Élise. Elle avait falsifié des documents pour détourner des fonds, et papa, en couvrant ses traces, avait avalé trop de pilules pour noyer sa honte. J'avais pris la chute pour elle, comme toujours. À l'époque, j'avais 18 ans, et le juge m'avait condamné à 2 ans de prison avec sursis pour complicité passive. Élise, elle avait ri en privé, m'offrant un chèque pour réparer les dégâts, comme si l'argent pouvait laver l'honneur souillé. La table était dressée avec l'opulence qui nous caractérisait, cristal de baccarat, argenterie gravée aux armoiries des Duval, et un gigot d'agneau rôti aux herbes de Provence, arrosé de ce château Margaux 1982 que papa avait réservé pour les grandes occasions. Maman, avec ses perles au cou et son chignon impeccable, présidait, flanquée d'Élise à sa droite, toujours la place d'honneur. Moi, à l'extrémité, comme un convive oublié. Les domestiques s'étaient éclipsés, laissant l'air chargé d'un parfum de lavande fanée et de secret rance. « Chers enfants », commença maman d'une voix suave, celle qu'elle employait pour négocier des fusions milliardaires, votre père m'a laissé plus que je n'osais espérer. 22 millions d'euros, liquides, issus de ses placements discrets en Suisse. Elle marqua une pause, sirotant son vin, ses yeux verts pétillants d'une malice que je connaissais trop bien. Élise se pencha en avant, ses lèvres peintes en rouge sans s'étirant en un sourire anticipé. Et bien sûr, ma chérie, cela t'appartient. Pour ton projet de galerie à Saint-Germain-des-Prés. Tu mérites de briller, Élise. Toi qui as toujours su charmer le monde. Le silence qui suivit fut un coup de poignard. Pas un mot pour moi. Pas un regard. 22 millions. L'équivalent de ma vie entière de labeur dans les sous-sols de la banque familiale, à falsifier des rapports pour protéger leurs indélicatesses. J'ai senti la bile monter, un feu froid qui irradiait de mon estomac jusqu'à mes poings serrés sous la nappe. Et moi, maman? Ai-je murmuré, la voix rauque, comme un écho dans une cathédrale vide. Elle a haussé un sourcil, agacé, comme si j'interrompais une messe. Toi, tu as ton salaire, Alexandre. Et puis, tu n'as jamais su rêver grand. Laisse cela à ceux qui le méritent. Élise a pouffé, un rire cristallin qui tinta comme une insulte. Frérot, ne fais pas cette tête. Tu es si pratique. Pense à ton petit appartement dans le Marais. C'est suffisant pour un homme comme toi. Un homme comme moi. C'est ainsi qu'il me voyait, le garde-chiourme, le bouc émissaire, celui qui porte les chaînes pour que la princesse danse librement. Ce soir-là, alors que les assiettes s'empilaient et que le vin coulait, j'ai vu clair. La trahison n'était pas nouvelle. Elle était une lame émoussée, aiguisée au fil des ans par leurs indifférences cumulées. Et je n'étais plus l'enfant qui ployait. Plus tard, seul dans ma chambre aux murs tapissés de velours vert bouteille, j'ai ouvert le coffre-fort familial, celui que papa m'avait confié, par une ironie du sort, avec le code de mon anniversaire oublié. À l'intérieur, pas seulement des documents, des lettres jaunies, des photos floues, et ce dossier scellé que je n'avais jamais osé toucher. Pour quand tu seras prêt, avait-il écrit d'une main tremblante. Prêt à quoi? À découvrir que maman n'était pas veuve par accident, mais par calcul? Que papa avait été empoisonné, non par négligence, mais par une dose subtile administrée par Élise elle-même, pour accélérer l'héritage. Les preuves étaient là, analyse toxicologique falsifiée, un flacon vide de digitaline dissimulé dans les archives. Et moi, une fois de plus, j'avais été le leur parfait, accusé de complicité pour détourner l'enquête. La rage m'a consumé comme un feu de tourbe, lent et inextinguible. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était l'effacement total de mon existence. J'ai passé la nuit à planifier, non pas dans la fureur aveugle, mais avec la précision d'un horloger suisse.
Le cyanure, acheté sous un faux nom dans une officine clandestine du Sentier, était inodore, indétectable dans le vin rouge. Mais je ne les tuerai pas tous. Pas encore. Maman et Élise méritaient de voir le masque tomber, de goûter à l'humiliation avant le vide éternel. Papa? Ils reposaient déjà en paix, libérés de leur venin. Le lendemain, Paris s'éveillait sous une pluie fine, ce crachin automnal qui rend les pavés glissants comme des promesses trahies. J'ai pris le métro jusqu'à la Bourse, évitant les taxis pour ne pas laisser de traces. Mon bureau, un cagibi au néon froid, abritait les secrets de la famille. Transferts offshore, pots de vin aux politiques, et ce réseau de comptes que j'avais moi-même tissé pour les protéger. Élise croyait que son projet de galerie était financé par papa. En vérité, c'était mon travail qui avait sauvé la banque d'un scandale en 2018, quand ses dettes de jeu avaient failli tout faire imploser. J'avais payé de ma liberté, endossant une accusation de blanchiment pour qu'elle s'en sorte avec un avertissement. Assis devant mon ordinateur, j'ai initié les transferts inversés. 22 millions, détournés vers des fondations anonymes pour les orphelins de banlieue, ironie du sort, pour ceux que les Duval avaient écrasés. Puis, j'ai planté les graines, emails anonymes aux autorités fiscales, fuite vers le monde sur les magouilles d'Élise avec des oligarques russes. Elle l'avait toujours nié, mais les preuves dormaient dans mes dossiers. L'après-midi, j'ai croisé maman au salon de thé de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle sirotait un thé d'Argéling, son visage un masque de porcelaine. « Alexandre, mon fils, tu sembles fatigué. Peut-être un peu de repos à Deauville. » J'ai souri, pour la première fois depuis des années, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. « Bientôt, maman. Très bientôt. » Élise m'a appelé ce soir-là, sa voix suave masquant une pointe d'inquiétude. « Frérot, on dîne ensemble? Juste toi et moi, pour fêter l'héritage. » J'ai accepté, bien sûr. Le restaurant choisi était le Georges, au sommet du Parc des Princes, avec vue sur la Seine scintillante. Elle est arrivée en tailleur Chanel, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade d'or. « À nous », a-t-elle trinqué, ignorant que son verre contenait une dose de somnifère subtil, juste assez pour la rendre loquace. Sous les faits, les masques tombent. Elle a confessé, d'une voix pâteuse, « Papa était faible, tu sais. Il voulait tout me laisser, mais maman. Elle a dû l'aider à partir plus vite. Et toi, tu as toujours été là pour nettoyer. » J'ai enregistré chaque mot, le cœur battant comme un tambour de guerre. Au lieu de la confronter, j'ai feint l'empathie. Je comprends, Élise. On est une famille. Elle a ri, se croyant sauve. Mais en rentrant, j'ai uploadé l'enregistrement sur un serveur sécurisé, prêt à être diffusé au moment opportun. La roue tournait, et pour la première fois, je tenais les rênes. Les jours suivants furent un balai de tensions croissantes. Les premiers signes de mon sabotage apparurent. Un article dans Libération sur les liens troubles d'Élise avec des fonds opaques. Maman paniqua, me convoquant dans son bureau lambrissé. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu veux nous détruire. » Ses yeux, injectés de peur, me suppliaient. J'ai nié, d'une voix calme. « Pourquoi ferais-je cela, maman? Je suis loyal. » Mais intérieurement, je jubilais. La trahison qu'il m'avait infligée, me faire porter le chapeau pour les crimes d'Élise, me priver d'héritage pour protéger la famille, se retourner contre eux comme un boomerang empoisonné. Puis vint le coup de grâce intermédiaire. L'inspection des finances frappa à la porte. Perquisition, interrogatoire. Élise, blême, me téléphona en larmes. « Alexandre, aide-moi. Dis-leur que c'est faux. » J'ai raccroché doucement. « Tu as toujours su te débrouiller seule, petite sœur. » Ce soir-là, lors du dîner familial improvisé pour soutenir Élise, j'ai servi le vin. Maman but la première gorgée, toast à l'unité familiale. Élise suivit, ses mains tremblantes. Le poison agissait lentement, nausée, hallucination, puis l'arrêt cardiaque. Mais avant, dans leur délire, ils confessèrent tout. Maman, agonisante, « Pardonne-moi, mon fils. » C'était pour elle. Élise, les yeux vitreux, « Tu n'as jamais compté. » Je les éveillai jusqu'au bout, effaçant les traces avec l'habileté d'un comptable. L'autopsie parla des intoxications alimentaires accidentelles. Paris pleura les Duval, piliers de la société. Moi, j'héritais de tout, par un testament falsifié que j'avais préparé. Mais la vengeance n'apporte pas la paix. Dans le twist final, alors que je sirotais un café aux fleurs, un email anonyme arriva. Une preuve que papa n'était pas la victime innocente que je croyais. Il avait lui-même empoisonné sa première femme, ma vraie mère, pour épouser la seconde. Le cycle se perpétuait. Ai-je brisé la chaîne, ou l'ai-je forgée plus forte? À vous de juger, lecteur.
La famille est un poison qu'on lègue, génération après génération. La nuit après le dîner fatal, Paris semblait respirer avec moi, ses artères de néon pulsant au rythme de mon pouls accéléré. J'avais fui l'hôtel particulier comme un fantôme, laissant derrière moi les corps encore chauds de maman et Élise, disposés avec soin pour simuler une crise cardiaque partagée, un chagrin d'amour familial, disons-le ainsi. Le cyanure avait fait son œuvre sans bavure, et le médecin légiste, un vieil ami de papa corrompu par des enveloppes passées sous la table, signerait le certificat sans poser de questions. J'étais libre, mais pas innocent. La vengeance, cette amante froide, m'avait embrassé, et ses lèvres laissaient un goût de cendre. Je me réfugiais dans mon appartement du Marais, ce 2 pièces aux poutres apparentes et aux livres jaunis qui sentaient le renfermé et les regrets. Les murs, couverts de toiles inachevées, mes rêves d'artiste étouffés par les chiffres de la banque, me renvoyaient un reflet déformé, un homme de 32 ans aux tempes grisonnantes précoces, aux yeux creux comme les catacombes sous nos pieds. J'ouvris une bouteille de calvados normand, ce feu liquide qui brûle la gorge comme la trahison. Les souvenirs affluaient, inexorables, comme la Seine en crue. Tout avait commencé bien avant ce dîner. À l'adolescence, dans le lycée Henri IV, Élise était la star, reine des débats, muse des professeurs, celle qui obtenait des bourses pour Oxford sans effort. Moi, le rat de bibliothèque, le fils discret qui corrigeait ses devoirs pour qu'elle brille. Puis vint l'affaire des examens. Elle avait triché, copié mes copies, nos écritures se ressemblaient tant. Prise sur le fait, elle pleura, supplia maman. Alexandre est d'accord, n'est-ce pas? Et maman, d'un regard, me fit comprendre, assume. J'avouai, fut renvoyé. Élise entra à Sciences Po. Le paterne était posé, je portais, elle volait. L'université fut pire. À la Sorbonne, j'étudiais l'histoire de l'art, passionné par les toiles sombres de Goya, ces visions de folie et de vengeance qui me hantaient. Élise, en droit à Assas, s'en mêla dans une affaire de plagiat pour sa thèse sur le droit des affaires. Maman engagea un avocat, et qui signa les aveux falsifiés, moi, pour protéger la réputation familiale. En échange, un poste junior à la Banque Duval et Fils. J'acceptai, croyant que le sacrifice forgerait des liens. Erreur fatale. Papa mourut 2 ans plus tard. J'étais à Genève pour un audit quand l'appel vint, crise cardiaque. Rentré en urgence, je trouvai Élise en larmes, mais ses yeux trahissaient une lueur de triomphe. Lors de la lecture du testament, il me légua la banque, à mon fils fidèle, et à elle, une somme modeste. Maman contesta, arguant de ma fragilité émotionnelle, due à la prison avec sursis de mes 18 ans. Le juge, influencé par ses dons à des œuvres caritatives, trancha en faveur d'Élise. La banque passa sous contrôle maternel, avec Élise comme conseillère. Moi, directeur adjoint, ombre dans les couloirs. Mais le secret le plus sombre, celui qui me rongeait comme un acide, était le meurtre de papa. Les lettres du coffre le confirmaient. Élise, endettée jusqu'au cou par ses liaisons avec des playboys de la Côte d'Azur, avait convaincu maman d'accélérer les choses. Une dose de digitaline dans son café matinal, mimant une arythmie naturelle. Papa, découvrant le pot aux roses, m'avait écrit « Protège-toi, mon fils. Elles sont des vipères. » Trop tard. J'avais géré l'enterrement, payé les dettes et endossé les soupçons initiaux pour détourner l'enquête. Alexandre est déprimé depuis sa peine de prison, avait plaidé maman au procureur. J'étais le bouc, encore. Assis dans le noir, le calvados à moitié vide, je composais le numéro d'un contact ancien. Marc, un hacker freelance du dark web, ancien condisciple de l'école 42. « Efface-moi de la grille », murmurai-je. Il rit. « La grande vengeance. Alex ? Pour 22 millions. » Plus que ça, Marc. Pour une vie volée. Il promit, faux alibi, comptes offshore vidés, et une piste vers les vrais coupables si l'enquête s'ouvrait. Le matin, Le Monde apprit la nouvelle. Tragédie chez les Duval, la matriarche et sa fille emportées par un empoisonnement alimentaire. Les chaînes d'infos tournaient en boucle, France 2, BFM. Moi, interviewé comme le « fils éploré », je versais des larmes de crocodile devant les caméras. Elles étaient tout pour moi. Les 22 millions, réapparus dans mon nom, par un oubli testamentaire. Ironie divine. Mais la paix ? Illusoire. Élise avait un amant, un certain Victor Langlois, procureur adjoint au parquet de Paris. S'il fouillait, il me trouverait. Je l'invitai à déjeuner au Procope, berceau des Lumières et des complots. À Élise, trinquai-je, glissant dans son café une pointe de scopolamine pour le faire parler. Il craqua. Elle m'avait promis l'héritage pour me faire avancer. Une garce manipulatrice. Puis, dans un murmure, « Mais ton père ?»
Il savait pour ta vraie mère. Empoisonné en 1995. Par lui. Le twist me frappa comme un coup de butoir. Ma mère Élise et maman n'étaient que des ombres. La vraie disparut quand j'avais 3 ans, officiellement d'une overdose. Papa, le monstre originel. La vengeance s'élargissait, un gouffre sans fond. Victor, drogué, signa un faux témoignage me blanchissant. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le cycle. Papa avait tué pour maman, maman pour Élise, Élise pour l'argent. Et moi? Je fermais la boucle. Les semaines passèrent en un tourbillon de deuil public et de manœuvres privées. J'organisais les funérailles à Saint-Sulpice, cathédrale gothique où les Duval avaient toujours prétendu à la sainteté. La presse afflua, compliments sur ma dignité stoïque. En coulisses, Marc opérait, les 22 millions redistribués à des associations pour SDF de la banlieue nord, un pied de nez aux privilèges familiaux. Puis, l'enquête s'ouvrit malgré tout, un labo indépendant détecta des traces atypiques. Interrogatoire au quai des Orfèvres. Le juge, une femme acérée nommée Claire Moreau, me toisa. « Monsieur Duval, votre famille semble maudite. Empoisonnement en série. » Je souris, calme. Le destin est cruel, madame. Elle produisit des emails, mes transferts, mes recherches sur le cyanure. Ou la vengeance. J'invoquai Victor, son témoignage falsifié tenant bon. Mais elle creusa. Et votre vraie mère, Émilie? Pas d'overdose. Empoisonnée au thallium. Par votre père. La révélation publique éclata comme une bombe. Le Monde titra « Les Duval, une saga de poison et de trahison ». Papa déterré métaphoriquement, son empire s'effondrait. J'héritais des ruines, mais avec elles, une liberté empoisonnée. Victor, discrédité, se suicida, ou du moins, c'est ce que je fis passer pour tel, une chute du pont des Arts. Claire Moreau me convoqua à nouveau. Vous êtes innocent, Duval. Mais êtes-vous juste? La question me hanta. La vengeance m'avait libéré, mais à quel prix? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés philosophiques, murmurait des jugements, héros ou monstres. J'achetai la galerie d'Élise, la transformai en musée des ombres, exposition sur les crimes familiaux, anonymes. Les critiques dirent « génie provocateur ». Les autres, nécrophiles. Pourtant, le vrai twist guettait. Une lettre posthume de papa. « Fils, j'ai tué ta mère pour te protéger. » Elle était toxique, une junkie qui te vendait pour des doses. Maman au ta seconde m'a sauvé. Était-ce vrai? Faux? La boucle se resserrait. Ai-je vengé des fantômes ou invoqué les miens? L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul, la neige rare saupoudrant les toits en zinc d'un voile illusoire de pureté. 3 mois après les funérailles, j'errais dans les rues du quartier latin, où les souvenirs d'Émilie, ma vraie mère, me rattrapaient comme des spectres. Une photo jaunie, trouvée dans les archives familiales après la perquisition. Elle, rieuse, les cheveux au vent sur les berges de la Seine, moi bébé dans ses bras. Était-elle la victime innocente, ou le poison originel que papa avait excisé pour mon bien? La lettre posthume, rédigée d'une main fébrile, semait le doute, elle te battait, Alexandre. Pour de l'héroïne. J'ai agi par amour paternel. Amour ou alibi? Les analyses toxicologiques de 1995, falsifiées par la famille, ne disaient rien. Mais Claire Moreau, la juge tenace, avait rouvert le dossier. Votre histoire est un roman noir, Duval, me dit-elle lors d'une rencontre fortuite au café de Flore. Balzac aurait envié ses intrigues. Je commandai un café serré, noir comme mon humeur. Claire, avec ses lunettes à monture d'écaille et son chignon sévère, incarnait la justice républicaine, implacable, laïque, mais teintée d'une curiosité presque personnelle. Pourquoi creuser, madame le juge? Demandai-je, feignant l'innocence. Elle sourit, un éclat dans ses yeux gris. Parce que les Duval ne tombent pas, ils s'effondrent. Et vous, au centre, indemne. Indemne? Si elle savait. Les nuits, je revivais le dîner, les convulsions étouffées, les regards accusateurs avant l'agonie. La vengeance avait été cathartique, mais elle creusait un vide que ni l'héritage ni la galerie ne comblaient. La galerie, rebaptisée « Les Ombres Duval », ouvrait ses portes ce mois-là. J'y exposais des œuvres anonymes. Toiles sombres évoquant la trahison familiale, sculptures de masques brisés inspirées de nos portraits ancestraux. La presse, affamée de scandales, afflua. Alexandre Duval transforme le deuil en art provocateur, titra le Figaro. Mais sous les flashs, des murmures, il a tué pour ça. Élise aurait adoré le buzz. Maman l'aurait condamné comme vulgaire. Moi,
J'y voyais une exorcisme. Marc, mon hacker, m'avertit, la juge fouille. Elle a contacté des informateurs en Suisse. Les comptes offshore, vidés pour les orphelins, étaient ma ligne de défense morale. 22 millions redistribués, clinique gratuite à Saint-Denis, bourse pour enfants de banlieue. Karma financier, plaisantais-je avec Marc lors d'une bière aux Bastilles. Il secoua la tête, son visage balafré par une vieille rixe. Karma? C'est de la vengeance déguisée, Alex. Et si elle trouve le cyanure? Elle trouva pire, le passé d'Émilie. Un témoin, une ancienne voisine de Belleville, contacta Claire. La femme de Duval, une furie, vendait le gamin pour des fixes. Il l'a tué, oui, mais justice poétique. Les journaux s'emparèrent, le meurtre originel des Duval, infanticide déjoué. Papa, réhabilité post-mortem comme sauveur. Maman et Élise, relégués au rôle de complice tardive. Moi, le fils légitime, héritier d'un bourreau bienveillant. Le public se divisa. Forum Reddit en français explosait de débats. Duval est un héros familial. VS, tous des psychopathes. Je confrontai Claire dans son bureau du palais de justice, ce labyrinthe de marbre froid où la guillotine avait jadis régné. Vous voulez me briser, n'est-ce pas? Elle croisa les bras, son tailleur gris strict contrastant avec la passion dans sa voix. Non, Duval. Je veux la vérité. Votre sœur. Élise avait un journal. Trouvé dans ses affaires. Elle y confessait tout, le digitaline pour papa, les pressions sur vous. Et une phrase, Alexandre paiera, comme toujours. Le journal. Je l'avais brûlé, ou cru l'avoir. Twist, Élise, paranoïaque, en avait caché une copie chez Victor. Claire l'a lu à voix haute. Maman dit que l'héritage est à moi. Frérot j'aimera les dettes, comme pour l'affaire de 2018. Il est faible. Faible. Le mot me lacéra. Et la fin? Demandai-je, la voix tendue. S'il apprend pour papa et Émilie, il nous détruira. Mais il n'apprendra jamais. Elle referma le carnet. Sauf que vous avez appris. Et agi. Acculé, je jouai ma carte. L'enregistrement de notre dîner à Le Georges. Élise confessant sous somnifère. Claire écouta, pâle. Preuve illégale. Mais convaincante. Elle hésita, humaine soudain. Pourquoi, Alexandre? Vengeance ou justice? Les deux, pensai-je. Appelez cela rééquilibrage, répondis-je. Elle rit, amère. En France, on appelle ça meurtre. Les jours suivants, la pression monta. Manifestation devant la galerie, justice pour les Duval. De la part de cousins éloignés, avides de miettes. Menaces anonymes, tu paieras pour ta sœur. Marc intercepta des mets, des complices d'Élise, des créanciers russes. Je fortifiai, garde du corps, caméra. Mais le vrai danger était intérieur. Rêve hanté, Émilie me berçant, puis me frappant. Papa levant le verre empoisonné. Élise riant, tuez-nous, frérot. Climax intermédiaire, un attentat raté à la galerie. Un cocktail Molotov lancé par un ex-amant d'Élise, un russe furieux de dettes impayées. Les flammes léchèrent les toiles, mais les pompiers sauvèrent l'essentiel. Claire arriva sur les lieux, uniforme de nuit froissée. C'est fini, Duval. Confessé, et je plaide la légitime défense morale. Je la regardais, cette femme qui incarnait tout ce que ma famille méprisait. L'État, impartial, impitoyable. Et si je disais que c'était accidentel? Elle secoua la tête. Trop tard. Le labo confirme, cyanure pur. Mais... Pause lourde. Le journal d'Élise mentionne un complice. Vous, pour le digitaline de papa. Mensonge. Twist. Élise m'avait piégé post-mortem, falsifiant son propre journal pour me couler. La vengeance se retournait, fratricide éternel. Je passais la nuit à reconstruire. Copie numérique du vrai journal, preuve de falsification. Au lever du jour, Paris baignait dans une brume laiteuse. J'appelai Marc, efface tout. Et trouve-moi le vrai dossier Émilie. Il répondit, c'est du suicide, Alex. Arrête. Mais l'addiction à la vérité, ou à la destruction, était plus forte. Claire me convoqua pour une confrontation finale. J'ai lu le vrai journal. Élise voyissait. Mais votre père. Il vous aimait, à sa façon tordue. Elle posa une photo. Émilie, vivante, tenant une seringue. Overdose auto-induite. Papa ajuste. Accéléré. Libéré? Empoisonné?
La ligne floue de la famille. Je sortis, l'air glacé me fouettant. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait. Vers qui, maintenant? Vers les fantômes ou vers moi-même? Le printemps tardif fleurit à Paris comme une promesse mensongère, les cerisiers du Luxembourg éclatant en rose malgré le froid persistant. 4 mois après l'ouverture de la galerie, j'étais un homme traqué, pas par la loi. Claire Moreau avait classé l'affaire comme accident collectif après mes preuves irréfutables, mais par les échos de ma propre voix intérieure, ce cœur discordant de doutes et de triomphes amers. Les 22 millions, redistribués, avaient fait de moi un philanthrope médiatique. Duval, le mécène des oubliés. Mais la nuit, seul avec mes toiles noircies par l'incendie, je revoyais leurs visages. Maman suppliante, Élise moqueuse. La vengeance, ce vin capiteux, laissait une gueule de bois infinie. Je décidai de creuser le passé d'Émilie, ma mère biologique, pour ancrer ma folie dans une vérité tangible. Marc, réticent mais loyal, fouilla les archives numériques de l'INSEE et des hôpitaux parisiens. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de la rue Oberkampf, où l'odeur de friture masquait les secrets. Voici, dit-il, glissant une clé USB. Naissance, 1992, hôpital Saint-Louis. Père, inconnu. Mère, toxicomane chronique, interné 3 fois pour violence domestique. Ton père l'a rencontré à 20 ans, étudiant en droit. Amour fou, puis cauchemar. Les fichiers défilaient sur mon écran. Rapport de police, 1994, Émilie Duval, née Martin, agressait son enfant de 3 ans avec un cendrier. Photo, mes échymoses enfantines, masquées par des manches longues. Papa l'avait confrontée, laisse-le-moi ou je te dénonce. Elle rit, injecta une dose fatale, suicide assisté, et il couvrit, administrant le coup de grâce pour abréger ses souffrances. Maman numéro 2 entra en scène, l'infirmière compatissante qui devint épouse, puis complice. Ton père était un tueur par amour, conclut Marc. Et toi, son héritier. Héritier. Le mot me noua la gorge. La galerie devint mon confessionnal. Une expo temporaire, poisons intimes, avec des installations interactives où les visiteurs inséraient des secrets familiaux anonymes projetés sur des écrans brisés. Succès scandaleux, file d'attente jusqu'à minuit, débat sur France Inter, Duval exorcistait-il ou exploitait-il? Claire Moreau vint incognito, son manteau anonyme dans la foule. Impressionnant, murmura-t-elle près d'une sculpture de seringue géante. Mais dangereux. Vous attirez les loups. Elle avait raison. Un soir, après la fermeture, un homme m'attendait dans l'ombre. Raoul, oncle par alliance, frère de maman, banquier retraité aux manières de serpent. Alexandre, mon neveu. Les Duval meurent, mais l'Empire survit. Il offrit un cigare cubain, puant le soufre. Ton sabotage des comptes. Maladroit. Les Russes veulent leur dû. Élise leur devait 10 millions. Menace voilée. Je souris, laisse-les venir. Il rit, jaune. Tu es comme ton père, calculateur. Mais il a échoué avec Émilie. Ne fais pas la même erreur avec nous. Le « nous », les cousins, les associés, le réseau tentaculaire des Duval. La vengeance s'élargissait, non plus personnelle, mais clanique. Je contactai Victor S. Ghost, non, son successeur, un jeune procureur ambitieux, soudoyé par des infos sur Raoul. Fouillez ses comptes, lui dis-je. En échange, silence sur le cyanure. Les coups pleuvaient. D'abord, un scandale. Faux articles dans des tabloïds, Duval, fils de junkie, empoisonneur en série. Puis, un incendie mineur à la galerie, sabotage russe. Claire intervint. Protégez-vous, Alexandre. Ou confessez. Notre relation, ce fil ténu tissé de suspicions mutuelles, se noua lors d'un dîner autour d'argent. Vue sur Notre-Dame renaissante, vin rouge corsé. Pourquoi moi? Demanda-t-elle, ses doigts effleurant les miens. Parce que vous voyez clair, répondis-je. Baiser impulsif, celle des larmes. Amour? Manipulation? En France, les cœurs se brisent comme du pain. Mais le twist familial frappa. Une demi-sœur inconnue, fruit d'Émilie avant papa, contacta via Marc. Sophie, 40 ans, prof de philo à Lyon. Je sais pour 1995. Papa m'a tout dit avant de mourir. Non, ton père. Il regrettait. Rendez-vous à la gare de Lyon, sous les horloges impitoyables. Elle ressemblait à la photo, yeux verts, sourire hanté. Émilie n'était pas un monstre. Dépendante, oui, mais aimante. Ton père l'a tuée par jalousie. Elle avait un amant, moi caché pour l'héritage. Nouveau doute. Papa, jaloux? Les preuves, lettre d'Émilie à son amant,
promettant de quitter Duval. Le meurtre, crime passionnel maquillé en miséricorde. Sophie offrit une alliance, vengeons-la ensemble. Expose les Duval. Je refusai. Trop tard. J'ai déjà saigné. Elle partit, mais planta la graine. Ma vengeance était-elle pour les bonnes victimes? Raoul attaqua. Plainte pour diffamation, gel des actifs de la galerie. Les Russes envoyèrent un émissaire, un colosse tatoué nommé Dimitri, rendez-vous dans un bar de Pigalle. 10 millions, ou ta tête. Je payai, non en cash, mais en info. Transfert de Raoul vers des paradis fiscaux. Dimitri rit, Duval joue sale. Bien. Bataille interne, Raoul ruiné, se suicida dans sa datcha varoise. Presse, chute d'un pilier bancaire. Claire, inquiète, arrêtez, Alexandre. Vous devenez eux. Elle avait raison. La galerie prospérait, mais mon âme pourrissait. Sophie revint. Rejoins-moi. Ou péris seul. Tentation. Le climax approchait. Un gala à l'opéra, où les restes des Duval, cousins, associés, se réuniraient pour un hommage. Mon piège, un discours empoisonné de vérité, diffusé live. Préparatifs, somnifères dans le champagne, enregistrement caché. Mais Sophie sabota, alerte aux autorités. Chaos, arrestation en direct, moi menotté sur scène. Claire, dans la foule, yeux brillants de larmes. Pourquoi? Twist, Sophie était Raoulès fille, envoyée pour me piéger. Vengeance en abîme. Libéré sous caution, preuve contre eux, je fuis à Deauville, vent salin fouettant les dunes. Claire me rejoignit, finissons en. Amour vrai? Ou dernier masque? L'été 2026 enveloppa Deauville d'une lumière laiteuse, ces crépuscules normands où la mer murmure des secrets aux galets polis. 5 mois après le gala chaotique, j'étais un exilé doré, la galerie vendue, les millions dilapidés dans l'ex-anonyme, et Claire à mes côtés, non comme amante, mais comme encre dans la tempête. L'enquête sur les Duval s'était refermée sur un non-lieu collectif, mort accidentelle dans un contexte de dépression familiale. Sophie et les Russes, inculpés pour chantage, pourrissaient à Fresnes. Raoulès suicide, classé sans suite. Paris, ce serpent, avait avalé ses propres queues. Mais la vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Sophie m'écrivit de prison. Tu as gagné la bataille, pas la guerre. Émilie riait de types comme toi. Joie ou poison? Claire, pragmatique, brûle à la lettre. Laisse, Alexandre. Reconstruit. Nous louâmes une villa art déco face à la plage, meuble en acajou patiné par le sel, livre de Camus et Sartre pour me rappeler que l'absurde est français jusqu'à l'os. Elle enseignait le droit à Caen. Moi, j'écrivais, non un roman, mais des mémoires anonymes, Le poison des Duval, à paraître sous pseudonyme. Les nuits étaient pires. Cauchemar où maman et Élise dansaient un tango macabre, papa applaudissant depuis l'ombre, Émilie injectant le venin final. Réveil en sueur, Claire me serrant. C'était justice, pas meurtre. Justice? Le public, divisé, débattait encore. Podcast sur le cas Duval, où un me voyait comme vengeur byronien, autre comme sociopathe chic. Chia PHE, comme disaient les tweetos, moitié héros, moitié damné. Twist final, un appel de Marc, voix hachée. Alex, j'ai trouvé le vrai dossier Émilie. Pas suicide. Ton père l'a tué, oui, mais sur ordre. De ta grand-mère Duval. Pour nettoyer le sang. L'héritage empoisonné commence en 1970. La grand-mère, morte en 2000, matriarche impitoyable qui avait forcé papa à épouser proprement. Cycle infini, empoisonnement pour pureté, trahison pour fortune. J'ai ri, hystérique. Alors, je suis le dernier maillon. Claire, entendant, pâlit. Et maintenant? Maintenant, je rentrais à Paris, seul. La galerie rachetée, transformée en fondation, bourse pour enfants battus, thérapie pour familles toxiques. Ouverture solennelle, discours devant caméra. La vengeance détruit, mais la vérité libère. Applaudissements polis. Mais en coulisses, Claire m'attendait. Tu pars. Oui. Pour Lyon, rejoindre Sophie, non pour haïr, mais pour guérir. Elle, repentante, père m'a menti. Émilie était innocente. Vengeons-la vraiment. Kant ou BKCH. Nous fondâmes une asso, ombre brisée, aidant victimes de familles dysfonctionnelles. Succès modeste, mais réel. Claire, elle épousa un collègue, mais nos lettres persistèrent. Tu as brisé le cycle, Alexandre. Ou l'as-tu perpétué? Fin ouverte. Paris,
éternel, digère ses poisons. Moi, je marche sur la Seine, vent d'automne, me demandant si le hook final est la paix, ou juste une pause avant le prochain dîner fatal. À vous, lecteurs, de trancher. La famille est un banquet où l'on trinque à la mort.